bienvenue dans cette nouvelle matinale qu'on fait effectivement maintenant depuis 3 ans, tous les mois. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent de manière très active et qui m'envoient des messages en me disant continuez, continuez. Donc c'est trop bien, je le reçois avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et ça m'encourage, ça me motive pour continuer. Et puis merci à tous ceux qui ne peuvent pas forcément, parce que leur planning ne le permet pas, assister en direct et qui nous écouteront plus tard en podcast quand ils sont dans la voiture et qu'ils ont un petit peu de chemin à faire. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je dis bienvenue à tout cela, bienvenue à nos invités, à notre invité Jérémy. En principe, Jérémy, ce que je fais, c'est que je présente un peu, je vais présenter qui on est, pourquoi les gens sont là dans la fabrique, qu'est-ce qu'on fait. Et puis ensuite, effectivement, je regarderai et je présente un peu l'actualité de la fabrique. Et puis ensuite, on en viendra à toi, au sujet qui nous passionne aujourd'hui, qui est effectivement quel futur possible pour notre société de travail en 2040. Donc, j'en profite pour remercier effectivement les partenaires qui nous accompagnent, Femmes Ingénieurs, Lyon Décideurs, la BP Aura et puis FIPLUS, qui sont une association de DAF. Je précise que ce ne sont pas des sponsors, parce que de plus en plus de podcasts sont sponsorisés, ce sont vraiment des partenaires qui, depuis le début, ont volonté de faire, de transmettre ces matinales et pour avoir une écoute de plus en plus nombreuse. Donc voilà, donc si vous avez envie de le faire, venez, contactez-nous et puis vous serez les bienvenus. Alors qui je suis? Je suis Muriel Montagnier. Donc ça fait 14 ans que j'ai créé et fondé ma société et mon cabinet de conseil en management et organisation qui s'appelle HMR Consulting. Depuis 14 ans, notre métier, c'est d'accompagner, c'est plus qu'un métier, parce que pour moi, c'est une passion aussi, c'est d'accompagner les dirigeants et les entreprises dans les conduites de changement qui comptent pour elles. Alors, celles qui comptent pour elles, c'est celles qui ont un fort impact sur le business model, c'est celles qui engagent et embarquent les équipes, et puis c'est celles qui permettent d'aligner effectivement la vision, le leadership et les pratiques sur le terrain. Et pour ça, on combine 3 leviers puissants qui sont le conseil stratégique opérationnel, la formation et le coaching. Et puis, et puis notre ADN, c'est vraiment le sur-mesure comme levier d'impact durable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est à la fois architecte du changement, c'est-à-dire qu'on conçoit des dispositifs sur mesure. On est des maîtres d'ouvrage exigeants, on orchestre la mise en œuvre avec rigueur, et puis on est des partenaires stratégiques. J'ai l'habitude de dire on est bienveillants mais pas complaisants. Et en 2019, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés, qui est un véritable laboratoire d'innovation managériale, qui est à la fois pour nourrir les pratiques d'HMR Consulting, mais surtout pour permettre aux top managers d'échanger, d'apprendre les uns des autres, d'expérimenter des approches nouvelles et innovantes en matière à la fois de management et de leadership. Donc là, vous êtes au sein de la Fabrique des leaders éclairés. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 piliers dans cette fabrique. Un pilier d'inspiration, donc c'est toutes les matinales qu'on organise avec des intervenants très inspirants comme Jérémy aujourd'hui. Voilà, l'actualité, la prochaine matinale, ce sera Pascal Berger qui dirige Six Sense, qui est le groupe Vinci, qui nous parlera de justement comment on fait pour passer d'une constellation à l'unité, bâtir une entreprise fédérée à partir d'entités autonomes. Donc c'est vraie préoccupation des chefs d'entreprise si vous faites de la croissance externe. Et ça sera le 17 juillet de 8h30 à 9h30. Des clubs, donc des clubs, ce sont un pilier coopération où on développe l'intelligence collective, où on s'attaque à des problématiques sur lesquelles opérationnelles et on peut échanger sur les pratiques. Donc avec 2 cercles, un cercle de DRH, ETI et grands groupes. Donc on avait un cercle le 26 juin, mais il est déjà complet. Donc en fait, on fera une petite pause entre juillet et août et puis vous pouvez le reprendre et vous inscrire le 26 septembre de 12h à 14h, c'est en Teams. Il y a 10 participants seulement. Donc ne tardez pas trop parce que je crois qu'il reste encore de place. Le cercle dirigeant, et là on a le prochain cercle en mode codev, ce sera le 27 juin de 12h à 14h. Voilà, vous pouvez aller sur le site pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces clubs. Ce sont des moments courts où on se parle en Teams et où on fait du co-développement, où on assiste ou alors on participe à des masterclass. L'objectif, c'est de challenger les pratiques et de repartir avec un peu plus de prise de hauteur et souvent de faire le pas de côté. Voilà, et puis les leviers de croissance de leadership qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que Jérémy, toi aussi, tu aimes me parler des compétences aussi. Et justement, dans ce que tu nous diras en 2040, c'est quoi les compétences du leader éclairé, selon toi, pour pouvoir préparer ce nouveau monde, enfin ce futur, avec des parcours de leaders éclairés et des séminaires qui sont inspirants et éclairants. Donc voilà pour la fabrique.
On passe à toi, Jérémy, si tu veux bien. Alors, je vais faire la bio. Tu m'arrêtes si c'est pas, si c'est pas correct. Donc, Jérémy, tu es entrepreneur. Tu as un profil vraiment atypique, Jérémy. Parce que tu es entrepreneur, chercheur. Historiquement, tu es quelqu'un des sciences mathématiques. Je crois que tu es physicien. Tu as fait un diplôme en physique. Mais après, tu es passé dans des sciences de la sociologie. Donc, c'est vraiment un extraterrestre, Jérémy. Et donc, du coup, tu as confondé plusieurs, et en plus, tu es chef d'entreprise, tu as confondé plusieurs organisations, dont le Labérage, Monkey, le Hub Francia, et plus récemment, Tomorrow Theory, et tu occupes le poste de CEO. Tu as étudié effectivement la physique à Oxford et la stratégie à HEC Paris. Et tu es titulaire en plus d'un doctorat de Paris-Descartes en psychologie. Donc, effectivement, ça fait une tête bien faite, ça, Jérémy, vraiment, avec multi-compétences. Tu es, alors, selon tu es jeune, Jérémy, mais tu as déjà fait plusieurs ouvrages. Il faut que tu nous expliqueras comment tu fais. Publié chez Duno et EMS, et tu es maintenant, donc le dernier, c'est mon livre de chevet. Donc 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer. Pas le même. Et puis, tu es également professeur à Sciences Po, donc tu transmets aussi, conférencier international, enfin voilà, j'en rajoute, et peut-être que si tu veux rajouter d'autres casquettes, tu peux le faire pour te présenter. Voilà, mais ce qui est important, c'est que c'est cette jeune génération montante, Jérémy, moi c'est ça, c'est pour ça que je t'ai invité à participer et à intervenir, parce que ta parole va porter et que tu fais partie des gens qui vont porter le futur et qui vont justement influencer, je pense grandement, les futurs possibles. Donc, le principe de cette matinale, je rappelle pour ceux qui nous suivent, qui viennent d'arriver, c'est, je ne veux vraiment surtout pas que Jérémy fasse un monologue, mais plutôt qu'on fasse un tripartite, c'est-à-dire moi, je vais rebondir et poser des questions. Vous avez 3 questions, il y a 3 questions, on va démarrer par celle-ci, mais surtout, quand vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et je m'occuperai à pouvoir les saisir au bon et les redonner à Jérémy comme un partenaire de tennis. Donc en fait, voilà, on va jouer la partie à 3, si vous voulez bien, entre vous, Jérémy et moi. Première question, Jérémy, si tout le monde nous entend bien. Quels sont les futurs possibles, quels sont les futurs qui pourraient nous attendre? De quoi dépendront-ils? Merci Muriel. Et déjà, je voulais dire que j'avais vraiment envie de pouvoir faire cette matinale avec toi sur la fabrique des leaders éclairés. C'est une initiative que j'avais découverte il y a quelques temps et que je trouve hyper inspirante. Donc vraiment bravo. Et je suis très content d'être là ce matin. Donc merci à toutes et à tous d'être là. En plus par une journée de forte chaleur qui arrive maintenant, où l'été, ça commence à sentir l'été. Donc, c'est courageux d'être un vendredi matin là à 8h30. Donc, si on pense un peu au futur, quels sont les futurs qui nous attendent? On n'a pas de boule de cristal. Donc, on peut pas dire voilà à quoi va ressembler le futur. On ne sait pas, littéralement. Et puis, des expériences comme le Covid, comme ChatGPT, nous montrent en fait qu'il y a des disruptions qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain et qui changent significativement la donne. En revanche, quand on regarde ces innovations comme ChatGPT ou la crise comme la crise sanitaire, elle était considérée comme possible par pas mal d'analyses, par beaucoup de monde. Et donc, il y a des gens en fait qui ne raisonnent pas avec une boule de cristal, mais qui proposent des scénarios. Ils se disent, voilà, potentiellement dans le monde, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et ça, c'est un travail que je fais depuis assez longtemps maintenant, de dire, on peut pas connaître le futur à l'avance. En revanche, rien ne nous interdit d'émettre des hypothèses. Et c'est un travail que j'ai fait pendant assez longtemps, notamment avec l'armée. Et on a élaboré plus de 1200 scénarios de ce à quoi pourrait ressembler la France en 2040. Et sur ces 1200 scénarios, globalement, ils se regroupent en 5 grandes familles. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est se dire, il y a 1200 futurs possibles. Et en vrai, quand on les regroupe, ça fait plutôt 5 très grands futurs possibles. Le tout premier, c'est celui auquel toutes les personnes qui sont un peu dans le drama pensent, c'est l'effondrement. Donc, c'est se dire, voilà, de toute façon, notre société, elle va taper le mur, c'est la fin. Et ces scénarios d'effondrement, ils sont extrêmement variés. Hein. Demain, un astéroïde qui fait la taille de la France s'écrase sur Terre, ça met par terre toute l'économie mondiale et potentiellement, ça tue une bonne partie de l'humanité. Des rayons gamma, des machins. Donc, il y a des scénarios extrêmes, puis il y a d'autres scénarios
qui sont par exemple le dérèglement climatique qui crée des migrations massives, qui perturbent trop l'économie, des guerres civiles, donc tout un tas de scénarios qui sont des scénarios dont on ne veut pas. Et cela, c'est la première grande famille, l'effondrement. Et c'est marrant, c'est pas marrant, c'est assez cocasse de voir que quand on regarde un peu autour de nous, dans les médias, dans les magazines, dans les films, c'est plutôt ça qu'on nous propose. C'est-à-dire, quand on pense au futur, on nous propose rarement un futur souhaitable. On nous propose ce type de futur-là, ou alors la deuxième catégorie qui est la dystopie. La dystopie, c'est quand la société, elle s'effondre pas, mais ça ressemble pas vraiment à un futur dans lequel on pourrait vivre. Par exemple, ce serait un futur où on oblige toutes les personnes éloignées de l'emploi à se mettre des puces dans le cerveau pour pouvoir les rendre plus intelligentes et plus productives. Donc, c'est une société où on n'aurait pas tout compris, on aurait renié une bonne partie de notre humanité. Mais ça arrive très, très souvent, notamment dans la science-fiction, où on nous dit, bon, voilà, notamment avec l'intelligence artificielle, le futur va être profondément dystopique. Parce qu'à chaque fois, en fait, on a considéré que l'humanité avait choisi la technologie sur la conscience. Ce qui fait, en fait, ce qui fait de manière générale l'équilibre d'une culture, d'une civilisation, c'est le poids qu'elle met entre la technique. Donc, la technique, ça va être aussi bien toutes les normes qu'on met en place au sein d'un système, hein, ça va être les lois, ça va être que les technologies qu'on développe. Et cette partie-là, quand on lui donne trop d'importance par rapport à la conscience qu'on a de nous-mêmes, du collectif et de la nature, eh ben, en fait, on arrive dans des sociétés dystopiques. Jérémy, juste une chose, est-ce que le technosolutionnisme fait partie de cette vision dystopique ou pas? Ou est-ce qu'il entretient, ou est-ce que… Voilà. Je pense que le technosolutionnisme fait partie de ça parce qu'en gros, on se dit l'être humain n'est pas capable de résoudre les solutions par lui-même. Il faudra plus de complexité pour résoudre la complexité. Et donc, en fait, on crée un système dans lequel l'humain devient de plus en plus impuissant face aux solutions, face aux problèmes, et donc pour lequel, en fait, on dit seule la technique compte, l'humain en lui-même ne peut rien. Et donc, on va développer toujours plus de techniques qui est de moins en moins compréhensible par les êtres humains jusqu'à un stade où le système dans lequel on vit est complètement décorrélé et déconnecté du soi intérieur. Et donc, en fait, une société dans laquelle on finit par vivre en complète altérité. Et donc, l'altérité, c'est le fait d'être étranger à soi-même. Et je pense que c'est ce qu'on nous propose de plus en plus avec une société qui va beaucoup trop vite pour qu'on ait le temps, en fait, de se connaître, de se gérer, de s'ancrer. Et donc, une société qui nous pousse à, si on veut rester dans la société compétitive, une société qui pourrait suivre son rythme à elle plutôt que le nôtre. Donc ça, c'est les grands scénarios. Pardon, Vas-y. Donc, le deuxième scénario. Premier scénario, effondrement. Deuxième scénario, dystopie. Vas-y, je te laisse poursuivre. Ça, c'est un peu et de manière générale, c'est ce qu'on nous propose hein, dans la fiction, dans les médias. Là, je ne citerai pas le nom du magazine, mais un magazine qui pourtant est un magazine hyper sérieux qui propose de la vulgarisation d'avancées scientifiques et de la recherche. Et là, en fait, qui parle de scénarios du futur, il ne propose que des scénarios négatifs, effondrement et dystopie, que ça. Et ça veut dire qu'on entretient la peur, en fait. C'est-à-dire que c'est une manière d'entretenir la peur et de faire peur aux gens, en fait, entre guillemets, puisque c'est des scénarios catastrophes. C'est assez… Alors, ça peut être parfois involontaire. Je pense que c'est qu'il y a aussi quelque chose dans la société aujourd'hui qui est une sorte de fin du rêve. Les crises qu'on a vécues ces dernières années, c'est comme si elles avaient éteint chez beaucoup de personnes la capacité à se projeter et à rêver. Parce que beaucoup de gens se disent non, mais attends, avec le dérèglement climatique, avec les guerres qui arrivent, avec tous les problèmes qu'on va devoir gérer, comment veux-tu que le futur soit positif? Il ne faut pas être un bisounours. Il y a plein de gens qui pensent ça. Et en fait, tant qu'il y a des gens qui pensent ça, c'est probablement plutôt ce qui nous attend que l'autre. Et donc, après, il y a trois autres grandes familles de scénarios, dont un qui m'intéresse particulièrement. Donc, il y en a un qui est la décroissance consciente. Donc, la différence entre la décroissance… Alors, Sylvia me demande, j'en profite, la signification de l'altérité. Donc, l'altérité, ça va être en fait le fait d'être étranger à soi-même.
Donc, c'est l'altérité, le fruit de l'aliénation. Parfait. Tu voulais prendre la question ou tu veux continuer? Il y a une autre question sur l'armée. Est-ce que vous avez mis des probabilités? Je pense que ça interroge le système, la manière dont vous avez créé ces scénarios. On l'a fait, et en fait, ces pourcentages sont extrêmement subjectifs puisqu'ils dépendent de l'écosystème dans lequel on les crée. Et là, en fait, puisqu'on les a créés dans un écosystème qui était un écosystème de défense, c'était des probabilités qui étaient défensives. Donc j'en parlerai pas ici parce que je pense pas que ça crée beaucoup de valeur. Ce qui compte surtout, plus que les probabilités, on n'a pas de boule de cristal, donc ce qui compte, c'est surtout pouvoir envisager tous les possibles déjà. Et après, en fait, se poser les questions plutôt des conditions de chacun de ces scénarios. Donc, ton troisième scénario. Sur le troisième scénario, donc une fois qu'on a passé effondrement à dystopie, c'est la décroissance consciente. La décroissance consciente, c'est la décroissance choisie. La décroissance qu'on ne choisit pas, celle qu'on subit, elle irait plutôt dans la dystopie ou l'effondrement, parce qu'on subirait tout un tas de contraintes. Mais en revanche, il y a des scénarios possibles dans lesquels on se dit, bon, la croissance infinie, ça n'existe pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et donc tous collectivement, on va arrêter un petit peu cette course à l'échalote et on va redescendre d'un cran. Ça, c'est la décroissance consciente. Je ne la considère pas comme hypothèse favorite ou prioritaire dans les 15 prochaines années parce que je ne crois pas que les puissants de ce monde et les personnes qui sont aux manettes fassent ce choix-là. Donc, je ne crois pas à un horizon de 15 ans à la décroissance consciente. Sur un horizon plus long peut-être, mais ce n'est pas celui qu'on favorise pour 2040. Ensuite, la quatrième famille, ce sont tous les scénarios du néo-humanisme. Et bien sûr, c'est cette famille-là qui est ma famille, qui est ma famille de cœur. Les scénarios du néo-humanisme sont tous les scénarios dans lesquels on cherche à résoudre les problèmes. À chaque fois, le principe, c'est celui-ci. En 2040, la société n'a rien d'une société de rêve. Mais ce n'est pas non plus une société du cauchemar. C'est une société dans laquelle on essaye de faire mieux, sur laquelle on se remet sur le chemin du progrès humain. Et c'est-à-dire une société dans laquelle, en fait, on rappelle les principes fondamentaux pour lesquels on veut que tous les hommes et les femmes sur Terre puissent vivre dans des conditions de dignité et avec la possibilité d'aspirer à pouvoir agir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle le progrès. Et dans cette vision du progrès, en fait, on est dans une société qui a remis en place au niveau de ses institutions et au niveau local la capacité à permettre aux gens de se développer sur ces aspects-là. Ça veut dire énormément de choses, parce que ça touche à l'éducation, ça touche à la santé, ça touche à la consommation, ça touche au travail. Donc, ça touche aussi au rapport à la citoyenneté, au rapport à ce qu'est l'État, à ce qu'est l'engagement citoyen. Et donc, sur tous ces volets-là, en gros, on essaye de faire mieux. Et ça veut dire à chaque fois qu'on a quand même réussi à réengager les gens sur le fait qu'ils font partie de cette société et que ça se passe avec eux. Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup trop de gens sont spectateurs de la société et donc en subissent les conséquences parce qu'ils considèrent en fait qu'ils n'ont pas de rôle à jouer, que tout leur est imposé, qu'ils subissent et que de toute façon, quoi qu'on fasse, on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes, les mêmes types de personnes au pouvoir et que ça ne changera pas. Ça, c'est un peu le discours ambiant. Et je passe beaucoup de temps à parler à des personnes qui ne votent pas pour essayer de comprendre. Et à chaque fois, c'est ça, c'est de toute façon, ça ne changera pas. Mon vote n'est pas pris en compte et le voter pour une offre politique qui ne m'intéresse pas, non merci. Donc, il y a tout un tas d'éléments sur aussi ce qu'était le XXe siècle et ce qu'on a fait de la Ve République. Et par exemple, dans un pays comme la France, ce que ça veut dire repenser la citoyenneté, la démocratie et la République au XXIe siècle. Donc, ça touche à énormément de choses parce que c'est l'État et un peu le logiciel avec lequel on gère notre nation. Et ensuite, toutes les institutions et les grandes fonctions de notre société à repenser. Moi, c'est ce que j'appelle un projet de société. Et quand on commence à se dire, écoutez, si on posait déjà les conditions qu'on aimerait, quel type d'éducation on aimerait pour tous, quel type de santé on aimerait pour tous, quel type de travail on aimerait pour tous, eh ben, ça commence à ressembler à un projet de société. Et quand on le fait sur tout le sujet, eh ben, en fait, ça peut être quelque chose qu'on a envie de défendre collectivement, un objectif. Donc moi, c'est le scénario dans lequel je me retrouve plus et c'est ce qu'on défend dans l'ouvrage 2040, c'est-à-dire qu'on dresse un petit peu tous les scénarios et après on se dit, bon, voilà celui dans lequel on croit le plus
ce scénario du néo-humanisme d'après deux facteurs. Un, c'est ce qui nous paraît le plus souhaitable, et deux, ce qui nous paraît le plus atteignable. Alors, du coup, pour pouvoir, si on part de ces scénarios, en fait, du dernier scénario qui est souhaitable et favorable, en fait, et possible, c'est quoi les conditions pour qu'il soit possible? J'ai deux questions en une, en fait. Je voudrais savoir quelles sont les conditions pour qu'il soit possible, c'est-à-dire qu'est-ce qui va lui permettre de switcher vers ce futur possible, ou qui, au contraire, sera un facteur de frein. Et si je ramène après l'entreprise, si on part de la société, ensuite, une entreprise, c'est une société dans la société, ça va être quoi le rôle des entrepreneurs et le rôle des entreprises pour peut-être influencer sur ces futurs souhaitables, en fait? Ça va être quoi leur rôle? Comment est-ce qu'ils peuvent jouer cette partition? Alors, je te propose que la deuxième question, on la traite après, parce que sinon, il y a trop de choses à mettre dans une même réponse. Sur la première question, c'est quoi les conditions d'un futur souhaitable comme ça, dans lequel on serait quand même la grande majorité à se retrouver? Eh ben, ça commence déjà par simplement l'imaginer. C'est-à-dire que si vous faites l'expérience sur 1000 personnes et que vous leur demandez de décrire un futur souhaitable, ben, la plupart des gens, nous on l'a fait ce travail, la quasi-totalité des gens ne sont pas en mesure de l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de blocage, comme un blocage inconscient, et ça veut dire en fait que beaucoup de gens ne croient même pas que c'est possible. Donc il y a un premier geste à faire qui est l'élan, retrouver l'élan. Il faut qu'on en ait envie déjà. Parce qu'une fois qu'on en a envie, on commence à l'exiger de nos politiques. Donc ça va être la première condition, c'est que collectivement, on retrouve l'envie et notamment l'envie de faire société. Donc, deuxième condition, ça va beaucoup se jouer sur ce qu'est le travail. En fait, toute notre société se structure autour de la consommation. C'est malheureux, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et ce qui permet la consommation, c'est le modèle économique avec lequel on permet aux gens de disposer de revenus. Et aujourd'hui, c'est le travail qui permet ça. Le travail, c'est l'activité rémunérée qui consiste à créer de la valeur socio-économique. Ça, c'est la définition un peu chiante du XXe siècle. Et moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'il y a 200 ans, travailler, ça voulait dire labourer des champs. Donc, et c'est pour ça qu'on donnait de l'argent aux gens, parce que c'était l'activité principale. En 1950, l'activité principale, c'était travailler à l'usine pour 70% de la population active. En 2025, pour 81% de la population active, travailler, c'est être dans le secteur tertiaire. C'est avoir une activité dans le secteur tertiaire. Je suis convaincu qu'un futur souhaitable d'une société qui fonctionne en 2040, c'est un nouveau secteur d'activité qu'on appelle le secteur quaternaire, qui est le secteur de l'économie contributive. Et donc, dans tous les scénarios dans lesquels ça se passe à peu près bien, sur les 1200 scénarios qu'on a fait, dans tous les scénarios sans exception où ça se passe bien, il y a la mise en place d'un secteur quaternaire. La reconnaissance des activités contributives. Autrement dit, ce ne sont pas les activités qui créent de l'argent, comme dans le primaire, le secondaire ou le tertiaire. Ce n'est pas de la valeur productive, mais de la valeur contributive. Éducation, santé, solidarité, sécurité, écologie, gestion des déchets, etc. Tous ces sujets qui ne sont pas des sujets économiques à proprement parler, donc ce ne sont pas des sujets qui créent de l'argent, mais si on ne fait pas ça, la société ne marche pas, on le sait. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'économie contributive. Et j'ai la conviction que notre société doit passer d'une économie tertiaire, où les services sont un petit peu ce qui est le plus valorisé, à une économie quaternaire, où la contribution à la société est ce qui est le plus valorisé. Et pour que ça fonctionne, il faut partir du principe qu'il y a deux éléments clés. Le premier, c'est déjà qu'on reconnaisse mieux la valeur de ce qui permet de contribuer à la société. Le secteur associatif et, comme j'ai dit, la santé, l'éducation, tout ça. Le deuxième, c'est qu'on parte du principe profond qu'une activité doit tenir compte aussi bien de son impact économique positif que de toutes les externalités négatives qu'elle crée. Là, pour les personnes qui sont un peu dans le développement durable, on commence à utiliser des termes qui sont propres normalement à ce monde-là. Externalité négative, partie prenante. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette économie-là, on est obligé de mesurer et de tenir compte de son impact et de le modérer sur autre chose que ses salariés, ses actionnaires ou quoi que ce soit. Et ça veut dire en fait qu'on doit forcément penser la valeur différemment. Donc, quand on remonte d'un cran, et là, du coup, ça me permet d'aborder ta deuxième question. Je suis une entreprise.
Je suis une entreprise, donc avec un concept de personne morale créé à la fin du 19e siècle, qui explique en fait que l'entreprise n'a d'intérêt que l'entreprise. Et donc l'entreprise, selon ce qu'on appelle la shareholders value, la valeur aux actionnaires, le boulot de l'entreprise, c'est maximiser la valeur produite pour les actionnaires. Ce qui est terrible comme pensée. Ça a dominé le XXe siècle et depuis une vingtaine d'années, cette définition de Michael Porter a été repensée pour dire non, en fait, il ne faut pas maximiser la valeur pour les actionnaires, il faut optimiser la valeur pour les actionnaires. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi tenir compte quand même des parties prenantes. Les parties prenantes, ça va être l'État, ça va être les citoyens, ça va être les animaux, ça va être la vie en général. Donc, il faut y faire attention quand même. On n'en est pas tout à fait là. Mais le principe, c'est de dire, si on veut que les choses durent sur le long terme, il faut prendre les choses en écosystème. Et donc, en tant qu'entreprise, je ne peux plus m'intéresser qu'à mon seul profit. Mais si je m'appelle, par exemple, L'Oréal, qui est une entreprise qui vend des biens de consommation, ben, en fait, en tant que L'Oréal, je suis obligé de faire attention à la société parce que si demain, il y a trop de gens qui n'ont plus de revenus, de toute façon, il n'y a plus personne pour acheter mes produits. Donc, je ne pourrai plus fonctionner. Et ça, c'est vrai dans toutes les industries. Si l'économie ne fonctionne pas, l'entreprise ne fonctionne plus. Et donc, le principe de l'entreprise demain, c'est de se dire que l'entreprise, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, elle va devoir nécessairement investir une partie significative de ses efforts et de son argent dans autre chose que son fonctionnement propre. Ah, on a plein de questions là. Alors, est-ce que tu veux prendre ces questions-là? Moi, j'en avais. Une précise, c'est ça fonctionne. Ça veut dire que il y a une réappropriation du système régalien, parce qu'aujourd'hui, ce que tu cites, la santé et l'éducation, c'est quand même notre système régalien. C'est-à-dire que c'est une responsabilité de l'État, enfin entre guillemets, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réappropriation de ces systèmes-là, qu'on va les générer peut-être différemment de ce qu'on les génère aujourd'hui? Ça ne veut peut-être pas dire pas d'État, mais un État différent. Enfin voilà, tu parlais des institutions tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça sous-entend ça, Jérémy? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ça sous-entend de se mettre sur ce chemin-là, en tout cas. Je ne dis pas qu'en 2040, il faudra qu'on ait résolu tous les problèmes, mais il faudra qu'on commence à avoir des pistes et qu'on soit en pleine transformation. Le monde dans lequel on vit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais quand on commence à voyager suffisamment dans le monde et quand on commence aussi à regarder ce qui s'est fait dans le temps, bah, on se rend compte que le modèle dans lequel on est, c'est le nôtre, mais que ce n'est pas une fatalité. Je prends l'exemple du système dans lequel on vit dans le monde avec les États. Donc, on a aujourd'hui, la norme dans le monde, c'est ce qu'on appelle les États-nations. C'est-à-dire qu'une nation est représentée par un État qui est sur le même périmètre. Mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on prend à l'époque des Grecs, ben, en fait, on avait des cités-États et la nation grecque était l'ensemble des cités-États qui se coordonnaient entre elles. Et chaque État était souverain. Et nous, ça fait 400 ans dans le monde qu'on a décidé, avec ce qu'on appelle les accords de Westphalie, que le monde allait fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui, donc avec des États qui seraient souverains, qui n'auraient pas le droit d'aller embêter les autres États, même si parfois il y en a qui ne respectent pas tout à fait les règles du jeu. Mais j'aime rappeler que la raison qui fait qu'on est encore français après 400 ans, c'est que les accords de Westphalie existent. Parce que contrairement à ce qu'on nous explique, la France, elle s'est fait casser la gueule quelques fois dans l'histoire. Et en fait, il y a plusieurs fois où on aurait pu finir d'une nationalité complètement différente, prusse, anglais, ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'on est encore français, c'est que les accords de Westphalie ont été respectés. C'est-à-dire que la France ne jouait pas tout à fait le jeu, donc des gens sont venus dire à la France stop, mais les gens sont rentrés chez eux et ont laissé la France être française. Ça, c'est les accords de Westphalie qui ont permis ça. De plus en plus, ces accords westphaliens sont remis en question, et les accords westphaliens, ils ont permis toute la structuration du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'ONU, l'OMC, le FMI. Tout ça existe parce qu'on considère en fait que les États-nations sont l'unité de base et que c'est comme ça qu'il faut gérer. Sauf que moi, aujourd'hui, quand je me balade en France, qu'est-ce que je vois? C'est que si je vais à Lille, si je vais en Corse, si je vais en Bretagne, tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Et que l'État en tant qu'unité n'est peut-être pas tout à fait ce dont on a besoin au XXIe siècle. On veut penser local, on veut raisonner local, on veut consommer local. Ben, ça veut dire en fait qu'il faut repenser un peu ce que ça veut dire l'échelle dans un pays. Et que l'État n'est peut-être plus la seule unité qu'il faille prendre en compte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc qui fait très peur à tous les États, la décentralisation. La vraie.
La vraie décentralisation et pas juste le fait de pouvoir voter des queues de budget localement. Donc la vraie décentralisation. Et donc je pense qu'en 2040, c'était une réponse un peu longue, mais pour dire que je pense qu'en 2040, on devra nécessairement être sur le chemin d'une décentralisation beaucoup plus forte, avec la remise en question de cet impensé fondamental dans lequel on est tous nés. L'échelle de base, c'est l'État. Je reviens sur les... Donc merci d'avoir éclairé ça, ce point-là. Est-ce que tu penses que si on élargit encore plus au monde, et après je reviendrai au monde de l'entreprise et au local en fait, comment on peut gérer ça alors qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas du tout sur ces niveaux sur ces systèmes de pensée, qui vont tirer vers d'autres choses, qui vont peut-être, eux, leur dire leur scénario du futur, ils seront dystropiques ou ceux que tu as cités avant, d'effondrement en fait, et qui tendent vers ça. Comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça veut dire qu'il faut et garder notre compétitivité et garder notre place dans le monde? Enfin voilà, si on sort du périmètre franco-français, comment est-ce qu'on peut avancer à la même vitesse ou comment est-ce qu'on peut faire que tout le monde puisse voilà. Si chacun travaille avec ses scénaristes, ça va être peut-être un peu compliqué parce on aura des mondes à différentes vitesses. Ça dépend. Ça dépend. Je poste là dans le chat un article que j'ai écrit il y a quelque temps, précisément pour répondre à cette question. Depuis une trentaine d'années, en fait, à chaque fois, moi, j'aime bien regarder d'où on part, où on en est, et est-ce que c'est une fatalité. Et en fait, depuis une trentaine d'années, le monde tel qu'on le connaît est en très forte concentration et mondialisation. Depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, en gros. Ça a permis de faire tomber toutes les barrières à la mondialisation et on vit en mondialisation accélérée depuis. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oui, mais regarde, la Chine, par exemple, c'est une civilisation différente. » Ben, je pense que c'est mal comprendre ce qu'est une civilisation à proprement parler. C'est une culture différente, c'est vrai, mais aujourd'hui, on est dans une grande civilisation mondiale qui essaye d'homogénéiser tout ce qu'elle peut. Et pourquoi, en fait, la Chine et l'Occident sont une même civilisation? Parce qu'elles partagent le réseau bancaire SWIFT, elles partagent le système de diplôme, licence, master, doctorat, elles partagent une quantité de normes sur la manière de faire les choses qui est absolument phénoménale. Et tout ça fait en fait que ce sont des mondes qui sont complètement interopérables et de plus en plus, c'est ça la mondialisation, c'est la mise en interopérabilité de tout ce qui existe. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une grande civilisation. Et je pense que dans les décennies à venir, on va faire le chemin inverse. Je pense que le monde va se refragmenter. Et je pense que pour l'Europe, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans cette mondialisation, ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui que le narratif qui est suivi, c'est le narratif américain. C'est-à-dire que c'est un narratif dans lequel on se dit, en fait, la croissance, c'est tout ce qui compte. La richesse, la création de richesse économique, c'est tout ce qui compte. Et l'humain, en plus, est quand même une unité interchangeable parce que quand on peut mettre de la technologie pour faire mieux, tant mieux. Et moi, j'appelle de tous mes voeux à une refragmentation pacifique du monde. Et ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, il y a tout un tas de pays, mais de plus en plus, c'est des pays puissants qui veulent sortir du dollar comme unité de référence. C'est une première étape très forte. L'Europe qui se dit, mais attends, non, on ne veut pas forcément suivre le rythme des Américains et on va mettre nos propres contraintes. Le RGPD, le RIA, AI Act, ou autre chose comme ça. Alors, beaucoup de gens en rigolent. Mais je pense que ces gens-là ne comprennent pas, en fait, que ce qui se joue, ce n'est pas des petits textes de loi ou le fait de vouloir faire les choses dans son coin. C'est une idéologie, en fait. C'est une vision du monde. C'est une vision du monde. Et donc, en fait, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il y a dans le RGPD ou les AI Act. En revanche, c'est important idéologiquement de le soutenir parce que c'est une manière de dire nous ne voulons pas adopter tout ce que les Américains adoptent et on n'a pas envie d'aller à leur rythme. Et si demain, ça veut dire être en retard par rapport à la feuille de route des Américains, il va falloir l'accepter, en fait. Parce que sinon, on ne fait que suivre le narratif américain. La quantité de fonds qui sont mobilisables par les Chinois ou les Américains, elle fait peur par rapport à ce qu'on est capable, nous, de faire en France. Pourquoi? Parce qu'on ne raisonne pas encore en vrai européen. C'est-à-dire que la France n'a pas du tout les moyens de pouvoir tenir une idéologie à l'échelle mondiale. L'Europe, un peu plus. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut repenser l'échelle des États, à titre personnel, je pense en fait que la bonne unité pour nous, c'est l'Europe, si on veut les moyens de pouvoir construire demain notre idéologie et de ne pas la subir. Quand je pense au néo-humanisme, je pense particulièrement à la France et à l'Europe, plus qu'aux États-Unis, à la Russie ou la Chine demain. Donc je pense qu'on fera partie des régions du monde où on est capable de tenir ça. Déjà en France, on a une culture, on a un terreau social qui est quand même très très fort.
C'est plus naturel pour nous de se dire, bah non, c'est pas parce que la technologie peut le faire qu'on veut le faire avec de la technologie. On pense les choses différemment. Et ce petit côté gaulois, moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on peut demain ne pas vivre en dystopie. Ce qui voudra dire aussi peut-être de revoir l'Europe et de faire une Europe qui soit plus homogène dans sa vision des choses en fait, parce que l'Europe à 12, elle a plusieurs vitesses aujourd'hui et c'est peut-être aussi, ça explique aussi, c'est une partie peut-être de l'explication du fait qu'on on fait des grands écarts en fait et que la moyenne ne satisfait pas forcément tout le monde, mais c'est aussi peut-être repenser notre modèle européen, enfin c'est peut-être reposer les choses et réinventer les choses dans sa globalité en fait. Ouais, le gros problème de l'Europe, c'est qu'il y a certains pays en fait qui sont par rapport aux critères définis par le monde moderne, le PIB, certains pays qui sont en haut du classement et d'autres pays qui sont en bas du classement. Et dans ce jeu européen, tous les pays en haut du classement ont l'impression de devoir abandonner une part de leur accélération, de leur croissance, de leur richesse pour pouvoir porter des acteurs qui, eux, sont moins forts dans ce classement du PIB. Et beaucoup d'acteurs qui sont moins forts dans ce classement du PIB ont d'autres choses pour eux. Et ils ont l'impression de devoir le sacrifier comme une identité culturelle, quelque chose de très fort localement. Ils ont l'impression de devoir le sacrifier au nom de ceux qui, eux, ont le plus gros PIB et vont devoir en fait adopter une culture qui n'est pas la leur. Ça, en fait, en Europe, c'est hyper important de comprendre cet aspect-là. Et c'est ce qui fait qu'en Europe, en fait, on bloque depuis 30 ans sur énormément de sujets. Et en fait, si on n'arrive pas à dépasser ça, ça va être très compliqué. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas réussi à créer un idéal européen, c'est quoi être européen et dans le monde. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer à créer ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est capable de dire, oui, mais vous savez, si on ne fait pas ça, voilà ce qui nous attend. Et là, on peut parler des modèles russes, des modèles chinois, des modèles américains. Et on veut dire, en fait, globalement, de toute façon, si en tant qu'Européens, on ne choisit pas une idéologie et qu'on ne met pas en place des plans d'action très forts pour la sécuriser, de toute façon, on sera l'un des trois dans 20 ans. Ok, merci Jérémy. Il y avait une question, mais alors je pense que tu as partiellement répondu, donc qui nous dit en ce moment McKinsey et consortes font des ravages en démontrant que le travail sera IA agentique ou ne sera pas. Beaucoup d'entreprises les suivent car elles ne veulent pas sortir du game. Avec les dégâts pour le travail qu'on imagine, comment la société quaternaire, celle que tu nous expliques et dans laquelle tu nous invites à rentrer, en tout cas à la repenser, peut naître dans ce contexte? Alors, ça, c'est un raisonnement que j'ai travaillé avec des économistes, donc c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, bon, de toute façon, quand la technologie arrive et qu'elle est plus performante que l'humain, on l'adopte parce que ça coûte moins cher. Et donc, le coût d'opportunité est beaucoup plus intéressant. Pendant très longtemps, on a raisonné en se disant, c'est pas grave parce que chaque fois que la technologie peut faire quelque chose, de toute façon, il y a toujours des choses très utiles à faire à l'être humain et productives. Donc, primaire, secondaire, tertiaire. Et on avait toujours trouvé un modèle économique. Il y avait un modèle économique sur l'industrie, un modèle économique sur les services. Tout ça, on crée une économie qui se tient. Là où ce raisonnement arrive un peu au bout, c'est une fois qu'on a fait ça et qu'on arrive sur des technologies qui n'ont pratiquement plus de limites. Et c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui se croient humanistes et qui me disent « Oui, mais de toute façon, l'IA, elle ne pourra jamais faire ci ou ça, donc ça restera à l'humain. » Je pense que c'est une vision extrêmement destructrice pour l'humanité. Parce que déjà, si vous poussez au bout votre raisonnement, OK, on va aller se planquer dans tous les trucs que l'IA ne pourra pas faire, ce n'est pas tellement ma vision de l'humanité. C'est l'IA pourra faire tout ça, il y aura des trous là et on mettra l'humain là. Non. Donc, pour raisonner de manière responsable, il faut se dire, partons du principe qu'il n'y a pas de limite à ce que l'IA pourra faire. L'IA pourra potentiellement tout prendre. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'humanité? Est-ce que c'est le modèle de société qu'on veut? Non. Penser de manière ambitieuse en tant qu'être humain, c'est se dire, OK, la techno peut tout faire. On en est là, OK. Et pour autant, on ne veut pas que la techno fasse tout. Et donc, c'est un sujet de choix de société et de modèle de société. Peut-être que les Américains, demain, décideront de vivre dans une société où tout ce que la technologie peut faire, on lui fera faire. Et donc, tout ce qu'on appelle le travail aujourd'hui sera peut-être sous-traité à la technologie. Mais il va se poser quand même une question, on fait quoi des êtres humains? Et donc là, j'en profite pour répondre à une question que j'ai vue un peu plus haut. Est-ce que le revenu universel est un premier pas vers ce scénario? Je suis fondamentalement contre le revenu universel tel qu'il est pensé dans la définition du revenu universel.
un revenu fondamental pour tous, sans contrepartie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vous invite à lire le livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, et dans lequel il décrit quelques exemples de sociétés dans lesquelles on a arrêté le travail, comme l'île de Nauru, par exemple. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a d'une part pas d'exemple de réussite de société sans travail, et d'autre part, en fait, l'être humain se réalise par la contribution. Et au XXe siècle, on lui a fait croire que c'est la contribution à un actionnaire, mais peu importe. L'être humain se réalise par la contribution, c'est central. Quand on regarde les gens qui ne vivent pas dans notre civilisation, donc ceux qui vivent encore dans ce qu'on appelle les peuples premiers. Aujourd'hui, sur Terre, il y a 300 millions de personnes qui ne vivent pas dans notre civilisation, qui vivent dans des tribus de 50 à 500 personnes. Et ils sont un peu partout dans le monde. Et en fait, quand on regarde tous ces peuples, dans aucun de ces peuples, le travail existe à proprement parler. Il est mêlé à l'activité du quotidien. Pourquoi? Parce que quand on vit dans une tribu comme ça, travailler, c'est surtout faire ce qu'il faut pour que la tribu, en fait, réponde à ses besoins. Et donc, le travail, c'est juste un ensemble d'activités qui contribuent au bon fonctionnement de la tribu. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, OK, demain, la technologie peut tout faire, et si on raisonne comme ça, en fait, l'être humain, il fait plus rien, et on aura de la richesse pour donner des revenus à des gens. Je n'y crois pas du tout. Donc, pas de revenu universel, mais un revenu contributif. La différence, c'est qu'en fait, on doit demander aux gens de faire leur part. Parce que si on explique aux gens qu'ils peuvent être dans le confort sans avoir à faire leur part, on crée une société profondément individualiste dans laquelle il n'y a plus de savoir-vivre, il n'y a plus de savoir-faire société, et dans lequel, finalement, les fondements de la société finissent par s'effondrer. Et donc, en fait, le revenu contributif a pour principe de se dire non, on va remettre le savoir-vivre ensemble, en fait, au cœur. Et donc, il va falloir mesurer cette contribution, il va falloir définir sa valeur. Ce qui aujourd'hui est réservé au domaine associatif et aux personnes qui sont convaincues de ça, il va falloir en faire la norme. Et donc, ma conviction, c'est que le travail, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas dire à quel horizon, ça devra être deux choses. Un, ce qui restera dans les 3 premiers secteurs d'activité, primaire, secondaire, tertiaire. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le travail. Et ensuite, les activités dans le quaternaire. Et donc, les activités dans le quaternaire, santé, solidarité, éducation, on en a déjà, mais il en faudra beaucoup plus demain. Et ces activités-là, en fait, il faudra qu'on arrive à mettre un modèle économique dessus, ce fameux revenu contributif. Et ça veut dire que le chômage, ça n'existera plus, le RSA, ça n'existera plus, la pension, ça n'existera plus. Il n'y aura qu'un seul type de revenu, le revenu contributif. Et donc, il y a toute une transition à opérer, et cette transition ne peut pas exister si les entreprises ne sont pas partie prenante. Et je pense que c'est la voie qu'on est en train de prendre en Europe, contraindre les entreprises progressivement à reconnaître cette valeur-là. C'est le principe de la CSRD que beaucoup de gens sont en train de contester parce que, du reporting. Oui, mais du reporting de choses que vous n'aviez jamais mesurées avant. Et donc, en fait, si on veut demain reconnaître la valeur de l'intangible, il faut commencer par le mesurer. Ça passe par là. Et ça va permettre dans quelques temps de mettre en place une triple comptabilité dans les organisations, financière, sociale, environnementale. Et ça va permettre de reconnaître les contributions parce qu'on saura leur donner une valeur sur une échelle que des directeurs financiers peuvent comprendre. Donc toi, tu penses que c'est dans le sens de l'histoire, même s'il y a beaucoup de résistance aujourd'hui, que c'est des résistances, des freins passagers, des résistances, entre guillemets, puisqu'on est au changement, mais que dans le sens de l'histoire, c'est ce qu'il faudra, c'est vers ce quoi on va tendre en fait. Alors moi, je pense que c'est forcément ce vers quoi on va tendre. Et il y aura simplement des endroits dans le monde où on le comprendra avant de taper le mur. Donc pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de la consommation. Et donc, en fait, la société fonctionne parce qu'on consomme. Pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient des revenus. Et donc, le sujet, c'est qu'est-ce qui justifie qu'on donne des revenus à des gens? Et donc, je ne crois pas dans le revenu universel. Il y a des pays qui s'embêteront même pas avec ça et je pense que ces pays seront très vite rattrapés par les guerres civiles parce que quand, en fait, il y a trop de gens qui ne peuvent plus vivre, et en fait, ils finissent par retourner le gouvernement. C'est l'histoire des peuples. Et il y a des endroits dans lesquels, en fait, on essaiera d'anticiper. Je pense qu'en Europe, on est capable de regarder ce genre de sujet. Parce qu'en Europe, on est capable de reconnaître qu'il n'y a pas que la valeur économique qui compte. Merci Jérémy. Alors, écoute, autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est quelles sont les qualités des leaders
qui rendront possible ce futur souhaitable. Et je sais que tu as, et c'est super dans ton bouquin parce que c'est très éclairant, tu parles beaucoup des compétences qu'il va falloir acquérir, quelles sont les compétences qu'on a besoin de développer dans les entreprises pour pouvoir justement préparer ces futurs setups. Et merci Muriel de bien faire la différence entre compétences et qualité, parce que pour moi c'est très très important. Donc en termes de qualité, la première qualité qui va compter, c'est le courage. C'est le courage. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dirigeants qui comprennent ce qu'il faudrait faire, mais qui ne bougeront pas un petit doigt. Parce qu'ils ont peur des actionnaires, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, parce qu'ils ne veulent pas sortir du lot, parce que leur confort leur va bien. Et donc, le courage sera la première qualité. Et dans les périodes de crise, de toute façon, on a besoin de courage. Et c'est quoi le courage? Le courage, c'est la capacité à briser le statu quo indépendamment des conséquences pour soi. Et ça me paraît quelque chose de très important. J'ai écrit un bouquin dessus il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle « Oser le courage », qui a été préfacé par l'amiral Vendier, qui est une personne que j'estime extrêmement courageuse. Et on explique en fait que notre société va crever de son manque de courage, va crever du besoin de cette norme, du besoin de ne pas faire de vagues, et que le courage, c'est pas forcément crier dans tous les sens, mais c'est faire ce qu'il faut. Et parfois, en fait, ça va être le courage de suivre quelqu'un, parfois ça va être le courage de dénoncer ce qui marche pas, et parfois ça va être le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Donc ce courage, on va en avoir besoin. Et en fait, on a besoin de leaders courageux. Et quand je regarde aujourd'hui l'offre politique, je me dis peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, on a quelques dirigeants, je pense à des Pascal Demurger, des gens comme ça, qui sont des gens extrêmement courageux dans leur manière de faire. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse dans le courage, c'est que ces gens, ils sont pas courageux par hasard. Ce sont des gens qui ont su créer l'écosystème qui leur permet d'être courageux. Parce que ça sert à rien d'être courageux quand tout le monde vous tient à portée de tir. Et donc, en fait, pour être courageux, il faut aussi être stratège. Et donc, pour moi, c'est la deuxième grande qualité, c'est la capacité à agir avec stratégie. Préparer les conditions qui, à un moment donné, feront qu'être courageux, ce sera normal et surtout, ce sera accepté. Et pour pouvoir, en fait, être stratège, il va falloir bien s'entourer. Donc, les qualités des leaders demain, c'est des gens qui n'ont pas peur d'être entourés par des gens plus brillants qu'eux. Aujourd'hui, on a un vrai problème, notamment à l'échelle politique, où quand on est un grand politique, on a tendance à s'entourer de gens qui seront jamais plus courageux, plus stratèges et plus brillants que soi, parce qu'on a peur de se faire doubler. Et donc, il y a un petit peu cette course à la médiocratie, où on va s'entourer de gens qui savent bien rester à leur place. Et ça crée un écosystème de gens qui restent à leur place. Donc, pour moi, c'est 3 qualités qui vont être fondamentales. Donc, le courage, la stratégie et derrière, le vrai leadership, la capacité à s'entourer, à fédérer autour d'une cause commune. Et ça veut dire aussi, Jérémy, qu'il va falloir, comme tu dis, parce que dans cette complexité, dans ce qu'on vit, moi je pense, et dans la systémie, puisqu'on est là-dedans, vraiment avoir des réseaux complètement variés, accepter d'être challengé aussi sur des choses voir des angles différents. Tu parlais tout à l'heure de communauté, c'est-à-dire accepter l'échange et s'enrichir entre pairs, par exemple, aller voir ailleurs que l'entreprise pour voir ce qui se fait de manière différente, avoir cette ouverture d'esprit, on va dire, d'avoir ça. Je pense que c'est ça aussi, comme tu disais, c'est le réseau dans lequel vous êtes va aussi conditionner tous ces éléments-là, en fait. Est-ce que le réseau, il confirme des choses? Tu vois, on est dans les biais un peu. Est-ce qu'on a des biais de confirmation? Est-ce que ça confirme votre opinion? Ou est-ce que ça vous fait sortir de votre statu quo parce que vous osez sortir du statu quo? Donc, je pense que c'est vraiment aussi ça aussi. Comme on vit de plus en plus en réseau, en fait. Ouais. L'importance du réseau dans lequel on évolue et de sortir de... Et tout est maillé, et c'est la grande difficulté. Et donc, en fait, pour que 2040 soit une possibilité, une réalité, c'est ce que j'appelle, il va falloir c'est un terme barbare, hein, mais la synchronicité gigogne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre société, c'est une espèce de grande poupée russe. On a l'ordre mondial, on a l'Europe, on a la France, on a les chefs d'entreprise, on a les territoires, on a les citoyens. Et il va falloir en fait que les qualités dont on a parlé, elles soient capables d'être déclinées à chaque niveau. Et s'il y a un niveau qui joue pas le jeu, la machine va s'enrayer.
Et donc, en fait, ce qu'on doit créer sur les 15 prochaines années, c'est cet alignement-là. Le fait que ce soit naturel à tous les niveaux de débloquer ce qu'il faut débloquer pour y aller. Je vois un commentaire qui me demande le 5e scénario. Donc, on ne l'a pas abordé. Ce 5e scénario, en fait, c'est un peu la famille fourre-tout dans laquelle on a mis tout ce qui nous paraissait très peu probable car extrêmement divergent. Je donne un exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle les scénarios de la transcendance. Imaginons que demain, des chercheurs arrivent à démontrer l'existence d'univers parallèles. Aujourd'hui, en physique quantique, on sait à peu près que ça existe, mais on ne l'a pas démontré, on ne l'a pas vu. Imaginons demain que ça existe et qu'on arrive à vous prouver à tous qu'il existe une infinité de doubles de vous en train de faire une infinité d'autres choses que vous. J'ai la conviction que ça repense notre rapport à la vie, à l'existence, à tout un tas de choses. Imaginons demain que les extraterrestres débarquent sur Terre et qu'on commence à former une grande civilisation galactique. Imaginons tout un tas de scénarios comme ça, en fait. Ce sont imaginons que demain, on découvre que des gens sont doués de télépathie, enfin, j'en sais rien. Ce sont tous les trucs qui nous paraissent aujourd'hui improbables et qui, s'ils arrivent, changeraient complètement ce que veut dire l'humanité. Et pour moi, c'est très important de s'ouvrir à ces scénarios-là parce que c'est le fait de ne pas s'ouvrir à ces scénarios qui nous empêche de penser le futur différemment. Pourquoi? Parce que moi, dans mes études en physique, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, on m'a appris qu'il n'existait que 4 états de la matière. Solide, liquide, gazeux, plasma. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on sait qu'il existe une quinzaine d'états différents de la matière et qu'une grande partie de ces états ne sont pas perceptibles par l'être humain, qui peut percevoir une quantité de fréquences limitée et des dimensions limitées. Mais on sait que ces états de la matière existent et aujourd'hui, on a réussi à en démontrer plusieurs autres. Là, quand on me l'a appris il y a 25 ans, c'était une vérité absolue. Et penser autrement, c'était refuser la science. Et ben moi, ce que je pense, c'est que si on n'est pas capable de s'ouvrir à autre chose qu'aux vérités qu'on a aujourd'hui, en se disant « et pourquoi pas ?» Et ben en fait, ça va être très très compliqué d'imaginer l'avenir parce que pour faire ce qu'on n'a jamais fait, il faut penser comme on n'a jamais pensé aussi. Ça veut dire s'ouvrir à d'autres systèmes de pensée, ouvrir notre système de pensée en fait, accepter, comme tu dis, de challenger. Alors j'en reviens parce que dans ton livre, parmi les compétences que tu cites, il y a l'esprit critique. Et moi, c'est une vraie conviction que, compte tenu, alors c'est pas que par rapport à l'IA, mais par rapport à ce que tu me dis, ça m'ouvre, c'est justement accepter que les choses peuvent être différentes. Ça veut pas dire qu'il faut tout challenger, mais accepter de se dire peut-être que ça peut exister, et si ça existait, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce que tu peux citer justement les compétences? C'est quand dans ton livre tu parles des relations en fait, de cette relation, si j'ai bien compris, qui aiderait ou qui pourrait contribuer à ce qu'on puisse penser différemment et en tout cas imaginer d'autres futurs et élargir ces champs des possibles. Alors oui, et ça pour le coup, ça c'est vraiment mon cœur d'expertise depuis 15 ans, c'est les compétences et le potentiel humain. Donc qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on est capable de s'adapter? Et pendant très longtemps, je l'ai pris avec le dogme du XXe siècle. C'est s'adapter pour la performance. Et donc, en fait, il faut développer les compétences du XXIe siècle pour rester employable. Et j'ai fini par challenger ça en me disant, mais putain, c'est quoi cette injonction à la performance, en fait? En fait, on nous demande de nous développer juste pour pouvoir continuer à faire du fric. Et est-ce qu'à un moment donné, l'humain, c'est pas autre chose? Et donc, petit à petit, et même le terme de compétence, le terme de compétence a été consacré en 1972 quand on a créé la loi sur la formation professionnelle pour penser en fait la poursuite de l'employabilité à l'âge adulte. Et donc, le fait qu'on développe des nouvelles capacités à faire. Et donc, avant, on parlait de qualification au poste de travail et ce qu'était l'humain, en fait, on considérait que c'était statique. Et en fait, ça m'a intéressé ce truc en disant, putain, mais en fait, toute la vision qu'on a de ce qu'est l'adaptation humaine, elle est liée en fait à la performance. Et l'être humain, c'est bien autre chose que ça. Et donc, je me suis intéressé à finalement, si j'enlève le terme de compétence et que je m'intéresse plus à ça veut dire quoi pour un être humain d'évoluer et de s'adapter, ben, j'en suis arrivé au sujet de la relation, au terme de relation. Finalement, c'est quoi un être humain? C'est une entité capable d'expérimenter le monde. Et donc, l'être humain, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une relation à lui-même, qui est capable d'avoir une relation à la nature, qui est capable d'avoir une relation à la complexité, une relation à la connaissance, une relation à l'action. Et en fait, s'adapter, c'est avant tout faire évoluer les relations qu'on a au monde. Donc, ce qui était très frustrant dans l'ouvrage, c'est que j'ai dû me limiter à quelques grandes relations
Mais en fait, quand j'ai fait ce travail en profondeur d'identifier un peu toutes les relations, on a identifié plus de 100 relations. Et quand on me demande c'est quoi l'éducation du 21e siècle, c'est pas l'éducation qui te permet de trouver un taf parce que tu dois continuer à aller faire du fric chez Goldman Sachs. Non, l'éducation du 21e siècle, c'est une éducation où on développe toutes les relations possibles. Donc la relation à soi, la relation à la nature, la relation au vivant, la relation à la connaissance, tous les types de relations possibles. Et s'adapter, c'est faire évoluer les relations en fonction des relations prioritaires qu'on a dans l'environnement où on est. Et j'aime beaucoup plus ce sujet de la relation parce qu'il sort complètement du dogme de la nécessité de la performance économique. Est-ce que tu peux nous en expliquer quelques-unes qui, justement, sont plus contributives? Je trouve qu'elles sont passionnantes. Tu parlais de la relation à soi, tu parlais quelles sont celles. Alors, tu peux nous expliquer en quelques mots. Parler des conditions. En fait, la différence entre développer une compétence ou développer une relation, c'est que dans 100% des cas, développer une relation, ça passe par une mise en conscience. C'est-à-dire que je dois être en conscience de ce que j'observe, de ce que je ressens, pour comprendre en fait ce qui me relie à ça. Par exemple, la relation à moi-même, je dois être capable de m'observer, je dois être capable de me comprendre, de savoir ce que je ressens et de comprendre en fait qui je suis par rapport à moi-même et qui je suis par rapport aux autres. Donc, développer mon identité et mon soi. La relation, par exemple, à la complexité. Donc, pour beaucoup de gens, la complexité, c'est inconfortable. Ce sont des choses qui nous rendent inconfortables parce qu'on ne le comprend pas, c'est diffus, ça a l'air de rajouter des complications dans notre quotidien. Et donc, beaucoup de gens vont aller balayer d'un revers de la main la complexité et créer du noir ou blanc en se disant il est gentil ou il est méchant, il est comme ci ou il est comme ça. Et la relation à la complexité, c'est le fait de reconnaître que tout n'est pas noir ou blanc et qu'en fait, reconnaître le pluriel, c'est aussi une manière de soi vivre avec beaucoup plus de nuances dans le monde et d'une capacité plus grande à savoir qui on est par rapport au reste du monde. La relation aux autres, pareil. Donc, ce sujet de la relation aux autres, il est extrêmement important. C'est comprendre en fait que les autres, c'est pas juste une catégorie. C'est la relation à toi, Muriel, ne va pas être la même relation que j'ai avec Didier, que j'ai avec machin. Et la relation aux autres, c'est se dire en fait, il y a une base. Et bien sûr, je dois toujours être la même base avec tout le monde parce que c'est qui je suis moi. Mais quelle partie de moi je suis prêt à adapter pour mieux correspondre à Muriel, pour mieux correspondre à Didier. Et donc, c'est cet équilibre à trouver que beaucoup de gens n'ont jamais su trouver. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont quelqu'un d'autre avec Muriel qu'avec Didier parce qu'ils ont corrompu leur base pour essayer de s'adapter. Ou alors, ils ne vont pas du tout la changer, même la partie adaptable. Et du coup, en fait, Muriel, je vais te rentrer dedans comme un gros bourrin et tu vas me prendre pour un rustre. Bon, ça, c'est peut-être déjà le cas. Mais j'essaye. Non, mais en tout cas, voilà, c'est tous ces sujets-là. La relation est toujours un sujet de conscience. Pour moi, c'est le seul mot qui compte et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, technique par rapport à conscience. La société de demain ne sera souhaitable que si individuellement et collectivement, on regagne en conscience. Merci, c'est super. Est-ce que j'ai encore une petite question? Il nous reste 1 minute, en fait, Jérémy, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a un neuroscientifique qui partage ta vision des compétences contributives pour comprendre comment le cerveau fonctionne dans cet élan? Alors, est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y en a d'autres avec toi? Il y en a d'autres qui partagent les choses avec toi. Donc déjà, moi, le terme neuroscientifique, souvent, ce qu'on appelle des neurosciences, c'est simplement de la psychologie cognitive. Hein. Les vraies neurosciences, c'est quand on te met des électrodes sur le cerveau et qu'on regarde l'activité de ton cerveau. Donc, et la chimie de ton cerveau. Et ça, pour le coup, il n'y a pas tant de gens que ça. Et en général, les neuroscientifiques à proprement parler, ils vont moins s'intéresser au sujet. Donc, des neuroscientifiques qui s'intéressent à ces sujets-là, pour moi, il y a qui a écrit un excellent bouquin sur l'éducation. Donc, il est spécialisé en neurosciences de l'éducation. Je n'ai plus son nom là, mais je le retrouverai. Donc, il y en a quelques-uns. Dehaene, merci. Stanislas Dehaene, merci Sylvia. Donc, Stanislas Dehaene, pour moi, fait partie des personnes qui sont dans cette logique-là parce qu'en fait, quand ils pensent à la manière naturelle d'apprendre du cerveau, ils partent du principe déjà que l'humain en individu et en société est fait pour contribuer et pas pour travailler à proprement parler. Donc, il n'est pas fait pour répondre aux objectifs de quelqu'un d'autre, il est fait pour répondre aux objectifs qui servent un collectif qui lui permettent de survivre. Donc, à l'origine, c'est ça. Donc, oui, il y en a. Et puis après, en fait, sans parler forcément
pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir le tampon scientifique pour avoir des très bonnes idées. Et je pense par exemple à une personne qui sort de l'éducation nationale, qui a publié un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant, Céline Alvarez. Et elle, c'est une praticienne, mais c'est une praticienne qui, je pense, a compris tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc, je pense qu'on est dans le genre de domaine où la science permettra de justifier a posteriori une intuition qu'on a en tant qu'être humain très forte, qui est la vision pour l'être humain. Donc, des alliés, on en a énormément. On en a énormément. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas tant les personnes qui y croient que la manière dont on diffuse le message. La manière dont moi j'ai envie de diffuser le message, c'est déjà par un projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on défend que l'éducation ou que la santé ou que ci ou que ça, en fait, on ne sert pas le futur. Et c'est très important de le faire malgré tout, hein. C'est-à-dire c'est très important d'avoir un axe parce que à trop vouloir embrasser, on est très mal, mais ça veut dire en fait que c'est important d'avoir des spécialistes, mais c'est aussi important d'avoir des personnes qui se battent pour un modèle de société et donc qui sont capables de aussi prendre du recul. Et tout ça, ça va marcher ensemble. Et donc ta question, Sylvia, c'est plutôt est-ce qu'il y a des spécialistes qui sont sur certains sujets? Il y en a plein. Et maintenant, il va falloir les fédérer autour d'un projet de société. Très bien, ça veut dire que je reconnais ce que je dis dans ton bouquin, c'est-à-dire une vision holistique des choses et plus une vision fragmentée en fait. Pas une vision silotée, comme tu disais, par spécialité, mais une vision holistique qui permet justement d'avoir un vrai narratif en fait. Et pour moi, la manière de le faire, parce qu'après, il faut que ça se décline dans chacun de ces domaines, parce que je ne dis pas que les spécialistes sont pas importants, bien au contraire. C'est grâce à eux qu'on trouvera les solutions, mais il faut connecter toutes ces solutions. Et donc, j'ai fondé Les Émergences, qui est une association qui a pour but de porter ce projet de société et de rassembler toutes celles et ceux qui ont des solutions locales. Et donc, on part d'un framework qui s'appelle les ODD+. Donc, les objectifs de développement durable de l'ONU améliorés. Et donc, ils sont sur le site des Émergences. Je vous invite à aller voir. Hop. Oui, merci de le mettre. Merci, Jérémy. Oula, et ne bouge pas. Ah, oui, parce que si on a une... Ça aurait été dommage quand même. C'est les inconvénients. Donc, du coup, Jérémy, on va clôturer parce que c'est la fin de cette intervention. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous ont suivis. Merci, Jérémy, c'est passionnant. Moi, ce que je retiens, c'est que si on doit imaginer des futurs souhaitables, d'abord, il faut le faire en conscience. Il faut en avoir le courage d'être un peu différent et de ne pas être dans le mainstream. Il faut le faire en conscience. Et puis, on peut rejoindre, comme tu dis, c'est encore temps de le faire. Et on peut rejoindre aussi, pour ceux qui le souhaitent, j'imagine que comme tu as donné cette association, est-ce qu'on peut aussi rejoindre le courant que tu défends? Parce que tu parlais des alliés aussi. Mais si vous êtes si ça vous parle, si ce que Jérémy porte en fait, qui est de plus en plus partagé et ces futurs souhaitables sont vraiment souhaitables pour éviter justement les deux premiers scénarios qui peuvent nous pendre au nez. Muriel, tu me permets 20 secondes de promo? Vas-y, dis-moi, vas-y. Mais 20 secondes. Sur cette association, donc les Émergences, une association loi 1901, non partisane, qui a pour but de défendre ce projet de société et d'impliquer les gens. On a fait un premier événement hier où il y avait plus de 70 personnes qui veulent devenir bénévoles dans l'association. La cotisation à l'association, elle est à 10 € pour que n'importe qui puisse y adhérer. On ne veut pas que ce soit une question de moyens, mais que ce soit une question de volonté d'engagement. Et notre boulot, c'est de vous trouver une contribution. C'est de vous trouver une contribution utile. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, je vous ai mis le lien vers l'association. Et là, je vous mets un autre lien qui est le formulaire de candidature pour bénévoles. Notre objectif, c'est d'avoir une centaine de bénévoles en poste. Donc, et ça peut être 1 heure par semaine. Hein. Donc, d'ici la fin de l'année, de manière structurée pour créer un mouvement décentralisé. Merci Jérémy, merci, c'était vraiment très inspirant. Merci de nous faire entrevoir des futurs possibles qui soient enfin positifs et qui puissent vraiment faire en sorte qu'on puisse vivre mieux,
vivre et vraiment, alors soit vivre mieux en fait, puisque c'est quand même ce qu'on recherche dans notre temps passé sur Terre. Et puis écoute, et puis merci pour son actualité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine matinale et je vous souhaite une très joyeuse journée, bien chaude comme tu l'as annoncé, Jérémy. Mais à toutes et à tous, à très bientôt au mois de juillet pour se retrouver pour cette prochaine matinale. Merci. Merci à tout bientôt. Longue vie à la fabrique. Merci à toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.